conviction euro et CMAM, small et mid cap euro, tous les deux des fonds actions zone euro. Alors, pourquoi avons-nous décidé de présenter ces deux fonds en même temps? Tout simplement parce que le process de gestion, l'approche de gestion est le même pour ces deux fonds. Jean-Luc Ménard gère le fonds CMAM Small et Mid Cap Euro, avec les small et les mid comme son nom l'indique, tandis que Jean-Louis Delay gère le fonds CMAM Conviction Euro, sélectionne aussi les small et les mid cap dans son fonds, dans lequel il rajoute tout de même des large cap, donc des grosses capitalisations, à hauteur de 80% du fonds aujourd'hui. Alors le fonds CMAM Conviction est donc bien sûr sur toutes les capitalisations, et l'intersection entre ces deux fonds, c'est bien sûr les small et les mid cap. L'avantage de fonds, c'est qu'en période d'absence, il y a toujours un gérant pour reprendre la main. Travail commun de recherche pour les meilleures valeurs, les meilleures idées. Et Jean-Luc et Jean-Loup travaillent ensemble depuis maintenant 2012. Alors on va regarder tout de suite la slide 7. On va parler un petit peu de Morningstar et des étoiles, ainsi que des performances. Alors les deux fonds sont bien sûr 5 étoiles Morningstar. Bien comprendre que ces 5 étoiles pas du co-performance, mais aux performances bien sûr ajustées du risque et de la volatilité. Les deux fonds sont en termes de rang, donc dans le premier quartile de leur catégorie, sur 1 an, 3 ans, 5 ans, que ce soit sur le fonds CMAM Conviction Euro, donc 61e sur 1116 fonds, 3 ans, et 71e sur 939 fonds. Pour CMAM Small et Mid Cap Euro, 5e sur 137 sur 3 ans et 7e sur 111e sur 5 ans. On regarde maintenant la slide 8 et la slide 9. Les performances de ce fonds sont plutôt très bonnes. Sur 1 an, 3 ans, 5 ans, voire même plus sur 10 ans, et on arrive bien sûr à 133% sur 10 ans sur CMAM et 175% sur CMAM Small et Mid Cap. Alors une dernière petite chose, poser la question, bien entendu, la liquidité de soit sur l'un ou sur l'autre fonds, on peut bien entendu céder 90% du fonds une journée et 99% du fonds 7 jours, selon la préoccupation majeure du gérant, qui s'efforce bien sûr de sélectionner. Alors, je propose maintenant entendu de passer la parole au gérant, mais détailler les grandes étapes de leur fonds. Merci beaucoup Laurent. Je vous propose de faire un focus maintenant sur le process d'investissement rigoureux et éprouvé qui permet d'obtenir ces performances sur la durée. Ce processus s'appuie en particulier sur des outils d'analyse développés en interne pour améliorer et augmenter la qualité de la gestion. Ce processus est décrit sur la slide 11 et se décompose en 4 grandes étapes successives. Première étape, la génération d'idées, qui consiste à filtrer notre univers d'investissement à partir de 3 sources d'informations principales. Première source, un outil interne, notre scoring, que je vais détailler ensuite. Deuxième source, nous sommes avant tout des stock pickers avec une approche bottom-up et nous multiplions les rencontres avec les managements des entreprises. Ceci nous permet de bien appréhender les chaînes de valeur et les écosystèmes industriels et ainsi d'identifier de nouvelles opportunités intéressantes. Troisième source, notre réseau d'analyse buy-side que nous sélectionnons soigneusement et avec lequel nous avons construit une relation de confiance depuis de nombreuses années. Bon, maintenant, je vous propose de faire un zoom sur la pierre angulaire de cette étape de génération d'idées, notre outil de scoring interne, sur la slide 12. Ce scoring, c'est un outil de classement des sociétés dans un univers défini. Par exemple, pour le fonds de Jean-Luc Ménard, l'univers défini sera les petites et moyennes valeurs de la zone euro et nous allons le refaire tourner chaque fin de mois. Il est basé sur des critères comme la croissance des bénéfices sur les prochaines années, leur dynamique de révision bénéficiaire sur les derniers mois et la profitabilité des entreprises à travers leur return on equity. Ce scoring, c'est un outil important pour nous car c'est surtout un radar qui nous alerte et présente pour nous un double avantage. Il nous permet d'une part de mettre en lumière de nouvelles idées et aussi de suivre l'évolution dans le classement du scoring des positions existantes dans le fonds.
Ainsi, à titre d'exemple, à la fin de l'été 2020, nous avons vu une forte progression, une forte avancée des sociétés liées au secteur des semi-conducteurs dans les différents scorings que nous mettons en place. Et il faut dire que sur la deuxième partie de l'année, sur la fin de l'année 2020, ces sociétés ont délivré de fortes performances opérationnelles et de belles performances boursières. Je vais laisser maintenant Jean-Luc détailler la deuxième étape du process d'investissement. Bonjour, la deuxième étape est vraiment un élément central dans notre processus de gestion. Il s'agit en bon terme anglais de la due diligence, qui se fait selon trois principales, je dirais, étapes. La première, l'analyse du modèle économique. La deuxième, on va évaluer le potentiel de création de valeur des sociétés via notre modèle de valorisation interne, j'y reviendrai. Et la troisième, on va essayer d'identifier des équipes de direction qui vraiment apportent et réussissent à développer leur société dans le temps. Sur le premier point, l'analyse du modèle économique. L'idée vraiment est là de trouver des sociétés qui vont avoir une dynamique propre, qui vont avoir la capacité de s'extraire de la tendance de marché notamment, et surtout d'éventuellement sauts de croissance que l'on peut constater dans le temps. C'est vraiment essayer de trouver ces sociétés-là qu'on sera capable de tenir dans le temps, où on sera en position le plus possible de main forte. Comment parvenir aussi à garder, à conserver ces sociétés dans le temps? On passe à l'étape du modèle de valorisation interne. Sur la slide suivante, vous avez quelques explications sur ce modèle de valorisation qui est un DCF simplifié, qui est une approche en valeur d'entreprise sur résultat d'exploitation. On va à la fois regarder ce qui se passe sur la dynamique opérationnelle de la société, croissance du chiffre d'affaires, croissance du résultat d'exploitation, et on va également regarder ce qu'il se passe du côté du bilan, l'évolution de la dette, l'évolution du nombre de titres. On sait très bien qu'il y a beaucoup de sociétés qui rachètent leurs actions, ça a un impact sur la valorisation dans le temps. Et l'idée, c'est en intégrant les perspectives de ces sociétés, soit données par le management, ce qui est très favorable pour nous quand une société s'engage par exemple sur des objectifs 2023-2025, par exemple, que l'on peut intégrer dans le modèle de valorisation et voir ce que cela donne à moyen terme, en termes de trajectoire et de perspective d'appréciation de la société, ou celle qu'on escompte au fur et à mesure des publications de résultats. Le grand avantage, c'est qu'on a une approche, je dirais, dynamique. Et là, on en est convaincu, la valorisation, c'est quelque chose de dynamique qui évolue aussi en fonction des perspectives de croissance, de ce qu'on attend, de ce que prouvent les sociétés en termes de croissance organique. On a quelques exemples ces dernières années de sociétés qui ont réussi à accélérer leur croissance organique et on voit que la valorisation bouge en regard de ces éléments-là. Donc sur le modèle de valorisation, on va avoir par exemple sur une société sur laquelle on a des estimations ou des données à 2025, on va avoir je dirais la valorisation pour 2022, 2023, 2024, 2025. Et on va avoir une sorte de chemin qui va nous aider notamment à tenir les positions quand on se retrouve dans des périodes de marché un peu plus volatiles ou sur des sociétés qui parfois peuvent avoir un peu de volatilité. J'ai compris, c'est se poser comme la question, est-ce que justement dans ce modèle, vous intégrez une partie ESG, comme on l'entend dans l'article 8 par exemple? Alors, effectivement, Laurent, c'est une question tout à fait d'actualité pour nous, puisque nous sommes en cours de transition sur ces fonds vers l'intégration ESG avec l'article 8 de la réglementation AMF. Donc, à ce titre, nous avons déjà fait évoluer notre process d'investissement et en particulier notre modèle de valorisation dans cette étape de due diligence, en incluant un système de bonus-malus appliqué au coût moyen pondéré du capital des entreprises que nous valorisons. Alors l'idée est la suivante, une société qui est peu engagée en termes d'ESG se voit appliquer une prime de risque, donc un malus supplémentaire sur son coût moyen pondéré du capital, et donc voit sa valorisation cible baisser. A contrario, une société qui est fortement engagée dans le domaine de l'ESG et qui donc bénéficie d'un bon score ESG, va voir son coût moyen pondéré du capital bénéficier d'un bonus et donc voir sa valorisation cible augmenter. Donc nous avons déjà effectivement
fait ce travail en amont pour aller sur cette trajectoire de l'intégration ESG pour les fonds que nous gérons, et nous espérons effectivement qu'ils basculent en 2021 en article 8. Alors, en ce qui concerne la construction du portefeuille, je dirais que nous avons un certain nombre de filtres en place. D'une part, nous sommes sur une market cap minimum de 200 millions d'euros, c'est-à-dire pour éviter les toutes petites capitalisations, les micro-caps qui sont faiblement liquides, puisque Laurent, tu l'as dit, nous avons un souci de liquidité dans le fonds. D'autre part, nous privilégions très clairement pour les fonds des sociétés qui sont exposées à des grandes tendances durables et que ce nous semble effectivement plus confortable et plus facile d'investir sur ces sociétés positionnées sur des marchés dynamiques qui intègrent effectivement des marchés porteurs, qui intègrent ces tendances sociétales favorables. Ces sociétés, elles sont souvent leaders dans leur secteur, donc elles gagnent déjà des parts de marché par rapport à des sociétés plus petites, première source de croissance. Deuxièmement, elles ont souvent une profitabilité meilleure que les sociétés plus petites de leur secteur, donc ça leur permet, grâce à la génération de flux de trésorerie, à un moment donné, éventuellement, de faire du M&A et de consolider leur secteur. Deuxième moteur de croissance. Et le troisième moteur de croissance, c'est que souvent, ces sociétés-là opèrent sur des marchés porteurs, car elles sont soutenues par ces grandes tendances sociétales que nous apprécions particulièrement. D'ailleurs, nous avons une slide sur ce sujet, la slide 14, qui décrit ce cercle très vertueux. Alors, dans les quatre grandes tendances sociétales que nous avons identifiées, nous avons l'innovation, la recherche du bien-être, l'économie durable et la longévité. Sur la partie innovation, un certain nombre de marchés sont très porteurs et très fortement soutenus par cette dynamique. On peut parler du développement de l'e-commerce, de la 5G, de la fibre, du déploiement de la fibre, l'industrie 4.0, la voiture autonome, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, autant de marchés très dynamiques portés par des innovations. Alors, en ce qui concerne le fonds CM AM Conviction Euro, une des principales positions est ASML. Alors, ASML est un champion de la technologie européen. Et oui, ça existe. Donc, ASML, quelle est sa spécialité? ASML fabrique des machines qui permettent de fabriquer des semi-conducteurs et a comme clients les grands fondeurs mondiaux, Intel, l'américain, Samsung Electronics, le coréen, et Taiwan Semiconductor, le taïwanais. Grâce à une technologie propriétaire de lithographie optique, il permet de graver des circuits imprimés sur des galettes de silicium, et ils ont eu une évolution très intéressante en 2017, puisqu'ils ont développé une nouvelle technologie qui s'appelle l'EUV, ultraviolet extrême, qui permet de graver encore plus finement, et donc d'avoir des composants électroniques plus puissants, plus rapides et miniaturisés. Et donc, c'est une très belle société. Elle a fait une progression de son chiffre d'affaires de 18% en 2020, avec une marge opérationnelle de près de 30%. Elle a une trésorerie nette importante et elle génère des flux de trésorerie de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. C'est un très bel exemple d'un champion européen et nous pensons que cette société va continuer à créer de la valeur dans le temps. Elle figure très bien dans notre scoring depuis de nombreux mois et notre modèle de valorisation, quand on se projette un peu loin, fait apparaître encore un potentiel de création de valeur supplémentaire. Deuxième grande tendance que nous aimons bien, la recherche du bien-être. Alors là, on va parler de marchés tels que tout ce qui est équipement sportif, ce qui est aussi la recherche d'une alimentation plus saine et plus naturelle avec le développement de gammes de produits vegan ou bio, ou la recherche aussi, puisqu'on fait beaucoup maintenant, on se met beaucoup en scène sur les réseaux sociaux, on utilise plus de produits de beauté, de cosmétiques. Et donc on a là des grandes marques iconiques et des grandes sociétés qui ont des marques iconiques qui se développent très favorablement. Je vais peut-être laisser Jean-Luc parler des autres grandes tendances. Une grande tendance que l'on a tous en tête, c'est la transition vers une économie plus durable. Que ce soit par la transition énergétique, la mobilité durable ou l'économie circulaire. On vous a mis quelques noms de sociétés. Alors certains très connus, comme Schneider, comme Iberdrola, comme Alstom,
nous allons faire un focus sur Alphen, alors autre société néerlandaise. On n'a pas fait exprès de prendre 2 sociétés néerlandaises, mais il faut avouer que le terreau de sociétés de croissance est très intéressant, il est quand même sympathique. Alphen, pour la petite histoire, c'est une société qui est ressortie dans le scoring il y a à peu près 1 an et demi. Ça a commencé, pour vous montrer un peu je dirais le process dans son ensemble, c'est ressorti dans le scoring il y a 1 an et demi. On a commencé à la voir mois après mois. Et puis à un moment, on a eu la chance d'avoir notamment une de nos contreparties, un des brokers, qui a commencé à regarder de très près la société. Et on a notamment pu en apprendre un peu plus sur la société, avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'il faisait. Alors Alphen, c'est une société qui bénéficie de la transition énergétique. C'est une société qui dispose d'une combinaison d'activités assez peu commune. Du moins, il y a très peu de concurrents, et notamment en Europe, qui soient capables d'avoir à la fois une présence et une fabrication-conception sur les réseaux intelligents avec des transformateurs, des systèmes de stockage d'énergie et également des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et tout ceci est combiné dans des solutions intégrées, donc clé en main pour les clients. Et vous comprenez bien en ce moment, les clients notamment d'Alphen, que ce soit les grandes utilities comme Centrica par exemple, en Angleterre, qui recherchent ce genre de sociétés qui peuvent leur apporter des solutions totalement intégrées. Et l'intérêt d'Alphen, il y a quelque chose qui nous a frappé il y a quelques semaines, c'est que Alphen a par exemple reçu une commande pour 4000 bornes de recharge de véhicules électriques par 2 provinces aux Pays-Bas. Et ce qui nous frappe surtout, c'est qu'ils ont reçu une commande de 4000 bornes de recharge, mais surtout que les Pays-Bas ont la volonté de déployer 2 millions de bornes de recharge à l'horizon 2030. Donc, on voit très bien le potentiel. Alors, Alphen ne fera pas les 2 millions, bien évidemment, il y a d'autres concurrents qui vont venir sur ce marché-là. Mais on voit très bien le potentiel de croissance horizon 2030, c'est quand même dans 9 ans, certes, mais on voit très bien le potentiel de croissance pour cette société. Et c'est ce qu'on arrive, pour continuer sur le process de gestion, c'est ce qu'on arrive à capter aussi de manière un peu plus fine par le modèle de valorisation, en se projetant bien évidemment que ces sociétés-là, il faut regarder assez loin, il faut essayer de valoriser la très forte croissance, je n'ai pas envie de dire hyper-croissance, mais la très forte croissance de ces sociétés-là dans les prochaines années, pour comprendre la valorisation actuelle qui va bien évidemment prendre une partie de cette croissance en compte. Donc Alphen, c'est une société sur laquelle on a investi 1 an et demi et qui, pareil, fait le chemin de monter petit à petit dans les portefeuilles, au fur et à mesure qu'on prend confiance aussi avec le management, qu'on voit que le management est au rendez-vous de ce qu'il promet, qu'il délivre, que les publications de résultats sont solides, petit à petit. C'est ce qu'on disait aussi dans la partie identification des équipes de gestion qui savent créer de la valeur, qui savent investir, qui savent faire des acquisitions dans le temps et qui vont donc récompenser l'actionnaire minoritaire qui investit dans ces sociétés-là. Un autre exemple que l'on va retrouver dans la 4e grande tendance, celle qu'on a appelée longévité. C'est toujours dur de trouver un terme qui rentre, je dirais, c'est plutôt l'allongement bien évidemment de la durée de vie, mais on a le très bon exemple de Sartorius Stedim. Alors, je ne vais pas refaire le cas de Sartorius Stedim, mais Sartorius Stedim, il y a, je crois, 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, le management s'est engagé sur des objectifs 2025. Et c'est très intéressant pour nous quand une société s'engage sur des objectifs aussi lointains, car on peut les intégrer et voir ce que donnerait la valorisation si effectivement le management est au rendez-vous de ces objectifs 2025. Et l'intérêt aussi, c'est que plus le temps avance et plus la société délivre, plus les investisseurs prennent confiance éventuellement en ces objectifs ou anticipent même qu'ils puissent être dépassés dans le temps. Donc vous l'avez compris, même dans un contexte de croissance molle, de croissance économique molle qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, de nombreuses sociétés attractives, positionnées sur ces grandes tendances sociétales de long terme, vont continuer à croître fortement dans les années à venir, portées par ces différents marchés, et vont créer de la valeur. Et c'est typiquement vraiment ce genre de société qui compose principalement les 2 fonds dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Alors, j'interviens juste en plein milieu parce qu'il y a pas mal de questions des internautes. J'en prends une qui ressort plusieurs fois. Vous gérez ces fonds depuis maintenant un petit moment, tous les deux, vous connaissez très très bien. La question qui ressort, c'est vous avez connu certainement des cycles un petit peu différents
durant toute la vie de ces fonds. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se comportent les fonds en période haussière ou période baissière? Alors c'est vrai qu'on a un track record long sur ces fonds et qu'on a effectivement maintenant pu identifier assez clairement le comportement des fonds sur longue période en fonction des cycles boursiers. Là, vous avez effectivement pour le fonds CMAM Conviction Euro, que je gère depuis novembre 2006, donc ça fait maintenant bien longtemps, les différents scénarios. Alors, sur le côté gauche, vous avez deux camemberts qui reprennent les cas de mois défavorables avec une forte baisse des marchés inférieure à moins 5% sur un mois. Et là, on voit que le camembert, la zone sombre, bleu sombre, eh bien, c'est l'occurrence de surperformance du fonds. Donc le fonds surperforme dans ce cas-là dans 3 fois sur 4, disons. Et puis, dans le cas d'une baisse plus modérée, entre 0 et moins 5%, le fonds surperforme dans 2 cas sur 3. Alors, dans la partie droite, vous avez les mois positifs, de performance positive boursière. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en cas d'une hausse modérée, compris entre 0 et 5%, le fonds accompagne une fois sur 2 et surperforme une fois sur 2 le marché. Par contre, dans le cas où le marché accélère fortement, plus de 5% sur le mois, eh bien, le fonds ne surperforme que dans 45% des cas. C'est le seul cas défavorable. Et c'est 22 occurrences sur 170 mois examinés. Et c'est lié au fait que, comme vous l'avez compris, le fonds privilégie des sociétés solides, bien positionnées sur ces grandes tendances sociétales, et que ces forts rebonds arrivent souvent avec des sociétés très cycliques ou des sociétés financières qui sont au final assez peu présentes dans le fonds. Donc ça, c'est le cas pour le fonds Conviction Euro. Et si on reprenait le fonds CMAM Small and Mid Cap Euro, on aurait le même genre de profil, c'est-à-dire des bons comportements sur des marchés baissiers ou très baissiers, forte surperformance, un accompagnement du marché à la hausse dans les cas de performance, dans les cas de mois positifs aussi, où le fonds a tendance aussi à surperformer. Et par contre, effectivement, dans des mois fortement haussiers, avec des valeurs très cycliques qui rebondissent, le fonds a tendance à ce moment-là à sous-performer parce que ça n'est pas son ADN, évidemment. On a encore un petit peu de temps, donc je peux prendre quelques petites questions supplémentaires. On a une question sur la constitution des portefeuilles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la répartition géographique de ces portefeuilles? Est-ce que la France, l'Allemagne sont souvent les plus représentés? Et puis une question subsidiaire, combien de lignes y a-t-il dans les portefeuilles en termes de granularité, c'est ce qui intéresse également les internautes. Alors, en ce qui concerne Conviction Euro, effectivement, le cœur du portefeuille est composé de 3 grandes géographies. La France, l'Allemagne et les Pays-Bas. On a vu d'ailleurs ASML, qui est une société néerlandaise. Donc ces trois grandes géographies pèsent à peu près 75% du total de l'actif. Donc une concentration effectivement assez forte en termes de répartition géographique, parce que nous sommes avant tout des stock pickers avec une approche bottom-up. Et donc nous n'hésitons pas à effectivement avoir des concentrations géographiques en fonction des meilleures opportunités à notre disposition. Pour le fonds Small and Mid Cap Euro, bien évidemment une forte pondération sur la France, qui est le principal pays. 2 autres pays aussi qui sont également bien représentés, l'Allemagne et l'Italie. Sur ces 3 pays-là, avec les Pays-Bas qui sont petit à petit en train de monter dans le fond depuis quelques mois, ce sont les pays où on retrouve toutes les sociétés que l'on aime bien présentes dans les segments de la technologie, de l'industrie, notamment de la santé, et qui correspondent à ce que l'on recherche comme société. Le fonds comporte en règle générale entre, je dirais, 50 à 60-65 valeurs, suivant au gré des nouvelles introductions de sociétés, notamment. Donc ça reste avec un top 10 qui reste concentré. Avec la limite, bien évidemment, de ne plus pouvoir réinvestir. On parlait à un moment de sociétés comme Sartorius Stedim. Sartorius Stedim est maintenant une société qui fait 30 milliards d'euros. Le fonds a la capacité de conserver cette position qui a été intégrée. Dans Sartorius Stedim était une capitalisation boursière bien inférieure, mais ne pourra plus en intégrer davantage. Donc le poids dérive en fonction, je dirais, de l'actif du fonds et de la performance de la société. Alors, en conclusion, je vous remercie beaucoup d'avoir participé donc à ce webinaire. Je voulais simplement préciser et dire merci à Jean-Louis
et Jean-Luc pour ces présentations. Vous avez vu que ce sont des gérants qui travaillent ensemble depuis bien longtemps, donc ils sont capables en période d'absence de reprendre le portefeuille de l'un ou de l'autre, donc il y aura toujours un gérant qui sera présent en fait sur ces portefeuilles. Ce sont des portefeuilles des fonds qui ont fait leur preuve donc en période baissière et haussière. On a vu les performances qui sont au rendez-vous, qui sont plutôt très très bonnes. Donc voilà, je vous remercie à tous et puis je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre temps.